Et alors, vous allez faire quoi? C'est mon top. Complètement barré d'un groupe punk sous acide. Qu'est-ce qu'il fout dans ce top 5? Bref, une chier de technique que j'aime d'amour. Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, on va aborder un style que j'aime tout particulièrement. Celui qui nous fait dire « mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Et oui, vous avez cliqué sur la vidéo, donc vous savez qu'on va parler des films les plus what the fuck. Bref, le cinéma d'horreur et de genre regorge de films complètement barrés qui sont à découvrir absolument. Mais avant de vous faire mon top 5 qui a été un vrai casse-tête à faire, revenons rapidement sur ce que représente et sur l'histoire de ce cinéma. On parle souvent de films what the fuck comme si c'était un délire récent qui a émergé avec internet ou les mêmes. En réalité, le cinéma du bizarre, du dérangeant, du absurde ou complètement hors cadre existe presque depuis la naissance du cinéma. Dès les années 1920, les surréalistes comme Luis Buñuel ou Salvador Dali posaient les bases avec un chien andalou. Pas de logique, pas de morale, juste des images qui frappent l'inconscient. Plus tard, dans les années 60-70, toute une génération de cinéastes explose les règles. Alejandro Jodorowsky avec par exemple El Topo ou La Montagne Sacrée, ou encore Ken Russell, Nicholas Roeg, David Cronenberg et j'en passe. Chacun cherchant moins à raconter une histoire qu'à provoquer une expérience. Ce n'est plus qu'est-ce que ça veut dire, mais plutôt qu'est-ce que ça me fait. Et c'est justement là que le cinéma d'horreur et de genre devient un terrain de jeu absolument parfait. Parce que comme je le dis souvent, l'horreur a toujours été le laboratoire du cinéma. Le seul endroit où on peut se permettre d'être excessif, grotesque, poétique, politique, intime, ridicule et génial dans le même plan. David Lynch transforme le thriller en cauchemar mental avec Eraserhead, Lost Highway ou encore Mulholland Drive. Cronenberg fait du corps un territoire instable dans Vidéodrome ou Existence. Jodorowsky mélange spiritualité, trauma et iconographie sacrée. Ou encore, on peut citer Peter Jackson avant Le Seigneur des Anneaux, signe Braindead, un cartoon gore qui repousse les limites du bon goût jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Mais on peut aussi citer le chef-d'œuvre de Rocky Horror Picture Show qui dynamite les codes du film musical, du genre, du public et devient une expérience collective plus qu'un simple film. Même un réalisateur comme Gus Van Sant avec Elephant ou Antéchrist flirte avec une étrangeté radicale dans la mise en scène, le rythme et le silence. Ces films-là cherchent à désorienter, à perturber, à faire rire jaune, à créer du malaise et même parfois à nous perdre volontairement. Et c'est clairement pour ça qu'ils sont si passionnants et que personnellement je les aime tant. Parce que devant un bon film dit what the fuck, on n'est pas passif. On doute, on résiste, on s'interroge, on ressent des trucs un peu contradictoires. On passe du rire au malaise, de la fascination à l'incompréhension, parfois dans la même scène. Ce sont des films qui restent dans la tête longtemps après le générique. Pas parce qu'on a tout compris, mais justement parce que souvent on n'a pas tout compris. Et dans un paysage rempli de films calibrés, prévisibles et optimisés pour ne froisser personne, le cinéma bizarre est devenu presque un acte de résistance. Un endroit où l'imaginaire déborde, où les idées prennent le dessus sur la formule, où le risque existe encore. Et c'est exactement pour ça que je les affectionne tant et que je vous ai préparé ce top 5. Ici, on va partir dans mon top 5 personnel avec des films que j'ai choisis plutôt assez méconnus, mais surtout accessibles psychologiquement et visuellement, histoire de commencer soft. Par contre, dites-moi en commentaire si vous désirez pousser le délire un peu plus loin, avec des films plus hard, plus expérimental ou dérangeants. Mais partons en 5e position et je vous ai choisi le film Fantôme Utile, sorti en 2025. Il nous vient de Thaïlande et a été réalisé par Ratchapoon Boonbonchachok. Le film s'ouvre sur un homme ordinaire, encore marqué par une perte récente. Rapidement, un événement étrange vient fissurer son quotidien, la présence d'un esprit, discret mais bien réel qui semble vouloir entrer en contact avec lui. Derrière son titre presque innocent, Fantôme Utile raconte l'histoire d'un esprit
esprit coincé entre deux mondes, qui cherche moins à hanter que comprendre sa place parmi les vivants. Le film navigue entre mélancolie, étrangeté et humour discret, sans jamais tomber dans le spectaculaire gratuit. Je l'ai découvert en festival et ça a été une vraie surprise. Il y a quelque chose de profondément touchant dans ce film, une douceur inattendue et en même temps une lucidité très contemporaine. Il parle de solitude, d'invisibilité, de ce qu'on laisse derrière soi, sans jamais devenir lourd ou démonstratif. Il parle évidemment aussi de ce que le pays vit et a vécu culturellement parlant. Là où le film est vraiment what the fuck à mon sens, c'est qu'il y a un putain de fantôme qui prend possession d'un aspirateur. Mais plus sérieusement, c'est dans sa manière de tordre ses propres règles. Il emplit des arcs narratifs qui ont parfois l'air de partir dans tous les sens, mais qui finissent par créer une logique émotionnelle très cohérente. On passe d'un moment presque banal à une situation complètement absurde, sans transition, et pourtant, ça fonctionne. Parce que tout simplement, le film assume à 100% son ton bancal, fragile et poétique. Visuellement, il propose une mise en scène à la fois simple et très inspirée. Des cadres qui laissent respirer les silences, des idées visuelles parfois minimalistes mais toujours significatives. Et surtout une façon de filmer le surnaturel sans effet tape à l'œil. Ici, l'étrangeté naît du quotidien, pas des artifices. Et au fond, Fantôme Utile parle de quelque chose d'assez puissant. Notre besoin désespéré d'exister aux yeux des autres, même après avoir disparu. Un film qui m'a fait sourire, puis réfléchir et qui est resté avec moi. Ce qui est toujours très bon signe. En quatrième position, je vous ai sélectionné Vivarium, sorti en 2019 aux États-Unis, réalisé par Lorcan Finnegan. Ici, on va être avec un couple en pleine recherche immobilière. Ils acceptent de visiter un quartier résidentiel flambant neuf. Très vite, ce décor trop lisse, trop calme, trop symétrique révèle une mécanique bien plus inquiétante que prévu. Honnêtement, Vivarium m'a mis dans un état plutôt bizarre. Je crois que c'est pas le genre de film où tu ressors en disant j'ai adoré, mais plutôt je crois que ça m'a atteint quelque part, mais je sais pas vraiment qu'en rouge, je comprends pas trop. Je sais pas si je suis très claire. Non. Et à mon sens, je crois que c'est justement pour ça que je le trouve méga intéressant. Il dérange sans chercher à séduire, il fatigue presque. Une expérience volontairement inconfortable. Son côté très what the fuck ne repose pas sur des twists gratuits, mais sur sa structure même. Un récit circulaire, des situations qui se répètent, enfermées dans une logique que même eux ne comprennent pas. Chaque nouvel arc narratif ressemble à une tentative de reprise de contrôle, qui évidemment échoue. Et plus le film avance, plus il t'enferme avec eux. Visuellement, je dirais que c'est assez chirurgical. Une palette de couleurs qui fait très artificielle, des cadres rigides, avec un décor qui ressemble à une maquette grandeur nature. Tout semble faux, trop propre. Du coup, c'est tellement étouffant. Franchement, le moindre détail visuel devient une arme psychologique. Et derrière ce dispositif presque conceptuel, le fond est beaucoup plus riche qu'il n'en paraît. Vivarium parle de la norme sociale, de la parentalité imposée, de la pression du modèle classico-convenable. Une satire déguisée en film de genre qui préfère te mettre mal à l'aise plutôt que de te prendre par la main. Et en troisième position, je pense que vous ne l'attendiez pas là, mais oui, je l'ai mis dans ce top. Et alors, vous allez faire quoi? C'est mon top. C'est The Amusement Park, sorti en 1973 aux États-Unis, réalisé par le grand George A. Romero. Dans ce film, on va être avec un vieil homme qui décide de passer une journée dans un parc d'attractions. Mais très vite, ce qui devrait être un lieu de divertissement devient un espace étrange, hostile, presque cauchemardesque. Alors malgré ma passion que vous connaissez sûrement pour George A. Romero, j'ai découvert ce film vraiment très tard et pour une raison assez simple. Il a longtemps été considéré comme perdu. Donc tourné par George A. Romero lui-même au début des années 70 pour une commande éducative sur la condition des personnes âgées, oui, je vous assure. Mais le film a été jugé beaucoup trop dérangeant pour être diffusé. Résultat, il a fait dodo dans des archives pendant plusieurs décennies avant de réapparaître officiellement
officiellement en 2019. Et pour cause, émotionnellement, c'est très rude. Pas parce que le film cherche l'effet facile, mais parce qu'il vise juste. Il met le spectateur face à quelque chose qu'on préfère souvent ne pas regarder. La façon dont notre société traite la vieillesse, l'invisibilisation, la perte de dignité, l'abandon progressif. C'est simple, frontal et ça fait mal. Du coup, peut-être pour celles et ceux qui l'ont vu, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fout dans ce top 5. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui le rend profondément what the fuck. C'est justement tout son dispositif. Romero transforme un décor qui est censé être ultra joyeux en pur théâtre de l'absurde. Les arcs narratifs ressemblent à une succession d'épreuves presque surréalistes. Comme si le personnage traversait une attraction après l'autre dans un véritable enfer. Plus il avance, plus les situations deviennent complètement illogiques. Mais en même temps, plus le propos devient limpide. Visuellement, le film est d'une intelligence redoutable. L'usage des couleurs, des visages figés, des regards caméra, des ruptures de ton, tout contribue à créer un sentiment de malaise constant. Romero, comme à son habitude, utilise la mise en scène comme un outil très fort. Et au fond, The Amusement Park est un film politique déguisé en cauchemar. Une fable vraiment cruelle sur l'exclusion, l'indifférence collective et notre capacité à détourner le regard tant que ça ne nous concerne pas directement. Certes, ce n'est pas un film agréable, mais c'est un film nécessaire. Et parfois, c'est tout simplement ce qu'on attend du cinéma. Et en deuxième position, j'ai mis Brazil, sorti en 1985, au Royaume-Uni et aux États-Unis, réalisé par Terry Gilliam. On plonge ici la tête la première dans un futur plutôt étouffant. On y suit un employé de l'administration qui tente simplement de faire son travail. Mais il va se retrouver embarqué dans une suite d'événements absurdes qui vont fissurer sa routine et sa perception du réel. Alors, bon, Brazil, c'est un film, évidemment, vous l'avez compris, vu que je l'ai mis en deuxième position, que j'aime d'amour. Pas juste parce qu'il est brillantissime, parce qu'il stimule en moi quelque chose de très rare. L'envie de créer. Chaque visionnage donne l'impression que l'imaginaire peut encore tout se permettre. Et malgré la noirceur de son propos, il y a un humour permanent, une ironie délicieuse, presque enfantine par moments, qui rend l'expérience jubilatoire. Du coup, son côté très what the fuck tient à sa construction même. Le récit avance comme une machine déréglée. Les arcs narratifs s'imbriquent, se contredisent parfois, se déforment comme la réalité elle-même. On navigue entre satire politique, romance fragile, thriller paranoïaque et pure fantaisie visuelle, sans jamais savoir exactement sur quel terrain on marche. Et pourtant, on est scotché du début jusqu'à la fin. C'est du chaos parfaitement orchestré. Visuellement, le film est une claque intemporelle. Des décors baroques, une direction artistique surchargée mais lisible, une créativité dans chaque recoin du cadre. Chaque plan raconte quelque chose sur ce monde malade. Les tuyaux envahissants, les espaces écrasants, la technologie bricolée. Tout devient narration. Et puis, bien sûr, il y a le fond. Brazil parle de contrôle, d'aliénation, de fantasme d'évasion, de résistance individuelle face à un système absurde. Et puis, son importance dans l'histoire du cinéma est immense. Peu de films ont réussi à la fois être aussi personnels, aussi politiques et aussi spectaculaires sans jamais se trahir. Brazil a ouvert la voie à toute une génération de cinéastes qui ont compris qu'on pouvait faire du très grand cinéma de genre sans sacrifier l'intelligence et la singularité. Et pour finir, laissez-moi vous partager mon top 1, dont je vous ai peut-être déjà parlé vaguement, c'est House, sorti en 1977 au Japon. Et il a été réalisé par Nobuhiko Obayashi. Ici, on suit une jeune fille qui part passer l'été dans la maison isolée de sa tante, accompagnée de quelques amis. Très vite, ce séjour qui ressemble à des vacances d'adolescente bascule dans un conte étrange où la maison semble posséder sa propre volonté. Bon, soyons clairs, vous et moi, House, c'est plus qu'un coup de cœur. C'est évidemment un film que j'aime d'amour, mais qui non seulement compte parmi mes préférés, tous genres confondus. Il y a quelque chose de tellement magique dans cette œuvre, comme si quelqu'un avait réussi à filmer un espèce de rêve d'enfant, mais avec l'énergie d'un groupe punk sous acide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
C'est drôle, inventif, bouleversant par moments et d'une richesse visuelle presque indécente. Chaque visionnage me révèle de nouveaux détails, des nouvelles idées, des nouveaux éclats de génie. Bon, et puis son côté what the fuck, qui est vraiment pour le coup extrêmement what the fuck, ne vient pas d'un simple empilement de bizarreries, mais de sa logique interne totalement libre. Les arcs narratifs se comportent comme les pensées dans un rêve. Ça saute, ça se transforme, ça se contredit parfois, mais ça reste étrangement fluide. Le film refuse la narration classique et préfère suivre une logique émotionnelle, instinctive, presque musicale. Ce n'est pas une œuvre qu'on comprend, c'est une œuvre qu'on traverse. Bon, vous l'avez compris, visuellement c'est un feu d'artifice permanent. Surimpression bricolée, animation dessinée à la main, matte paintings, maquettes visibles, couleurs saturées. Bref, une chier de techniques que Obayashi a volontairement utilisées de manière artisanale. Et d'ailleurs, c'est souvent proche du cinéma amateur, voire de la publicité, pour justement créer un langage visuel inédit. Et c'est largement cette liberté technique qui rend le film encore aujourd'hui totalement inclassable. Et ce qui peut être fascinant également, c'est que tout ça n'est pas gratuit. Derrière l'humour, la folie, le collage permanent d'idées, le film parle du deuil, de la mémoire, du traumatisme de la guerre, de l'adolescence qui se termine brutalement. Une œuvre ludique en surface, mais traversée par une mélancolie discrète, presque pudique. Son importance dans l'histoire du cinéma est gigantesque, même si elle reste sous-estimée. Bien avant l'ère des clips, du montage frénétique et des esthétiques post-modernes, House avait déjà tout compris. La liberté totale de ton, la collision des styles, l'image comme terrain de jeu infini. C'est un film qui a inspiré beaucoup de cinéastes, parfois sans même qu'ils s'en rendent compte. House, c'est la preuve vivante qu'on peut faire un chef-d'œuvre sans respecter aucune règle. Et franchement, ça n'a pas de prix. En conclusion, tous ces films que je vous ai présentés et bien d'autres encore ne sont pas là pour faire joli dans une étagère de cinéphiles. Ils existent avant tout pour déplacer notre regard, secouer nos habitudes, élargir notre rapport aux images. Ils nous rappellent tout simplement que le cinéma peut encore nous surprendre, désorienter, amuser et émouvoir en même temps, sans demander la permission. Ce sont des œuvres imparfaites parfois, excessives souvent, mais toujours vivantes. Et dans un paysage de plus en plus lisse, elles restent des bulles d'oxygène créatives qui méritent largement qu'on s'y perde. Voilà, c'est tout pour ce top 5. J'ai très hâte de vous lire en commentaire pour savoir quels sont vos films préférés les plus what the fuck. Sinon, pour que ces vidéos continuent, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir aussi financièrement en faisant une souscription. Mais autrement, vous connaissez la chanson du soutien? Je suis pas sûre. Au cas où, je vous la rechante. La chanson du soutien. Il faut liker, commenter et surtout s'abonner à la chaîne. Partager la bonne parole de la chambre. Mais surtout, n'oubliez jamais de ne pas ouvrir votre porte à n'importe qui. Ciao!